Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coup d'État. On est encore avec Oussama aujourd'hui. Bonjour Oussama. On va échanger sur le cas Uber et pourquoi est-ce que Uber a fait un si grand succès et aller essayer de décortiquer petit à petit pourquoi ça a été un grand succès et quel est l'avenir de cette super start-up. Oussama, la première question avec Uber, c'est comment est-ce qu'ils ont commencé ? Alors, Uber a commencé de la façon la plus simple possible. Alors, la légende dit que Travis était à Paris pendant le web avec Garrett, qu'ils n'ont pas réussi à trouver de taxi pour rentrer de le web, sans blague, qu'ils étaient dans le froid, qu'il neigeait. En plus, c'était cette année où il neigeait vraiment très fort à Paris. Et ils se sont dit, mais je comprends pas pourquoi on ne peut pas appuyer sur un bouton et une voiture vient. Donc ça c'est la légende, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, je sais qu'ils étaient effectivement à le web cette année et qu'ils étaient en galère de taxi, mais en tout cas ça leur a mis une petite idée sur la tête et ils sont rentrés à San Francisco, ils ont fait un truc assez simple, c'est que Garrett a commencé à prendre son téléphone et à appeler des voitures avec chauffeur, donc des fameuses limousines, les limos comme on dit aux États-Unis, et dire voilà, est-ce que votre business va bien? Et ils se sont rendus compte que non, le business des limos qui était un business model de type je vais chercher des hommes d'affaires à l'aéroport depuis 2008 et en écroulement. Parce que les entreprises ont de moins en moins d'argent, la crise est de plus en plus dure, elles doivent serrer tous les coûts. Donc il n'y a pas d'argent pour payer à des cadres sup des limos qui viennent. Et résultat, ils se sont dit ok, on va faire quelque chose de tout bête, c'est qu'on va vous fournir des clients si vous voulez bien aller les chercher à l'adresse qu'on vous indique. Et ils ont commencé Uber, et c'est ça qui est intéressant, par un service téléphonique. Donc d'un côté, ils avaient leurs copains qui appelaient en disant j'ai besoin d'une voiture au 232 Lake Avenue. Et Uber appelait les chauffeurs qu'ils avaient dans leur base de données, donc 10, 15 chauffeurs, les uns après les autres, et leur disait. Et c'est un vrai cas de do things that don't scale, parce que c'est des gens, en fait, Uber, qui ont toujours eu cette culture d'être en retard par rapport à leur boîte. Et en fait, ils ont fait à la main jusqu'au moment où c'était plus gérable à la main. Et à ce moment-là, ils n'ont pas fait une app, ils ont fait un spreadsheet. Et donc, il y avait un Google Spreadsheet dans lequel tu venais rentrer tes réservations, je m'en souviens. Et donc, voilà. Et alors, pour la petite histoire, c'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné. Ils étaient dans un incubateur qui s'appelle Rocket Space à San Francisco. Et c'était les types les plus focus. Sachant qu'à l'époque, Travis, qui est aujourd'hui le CEO très célèbre d'Uber, n'était pas le CEO d'Uber. Il était, je ne sais plus comment, Chief Incubator. Chief Incubator. Donc c'était une sorte d'incubateur personnel et il aidait l'entreprise et plus tard il switchera comme CEO. Et si on revient un peu sur l'histoire de Travis, c'est pas un mec qui est venu de nulle part et qui a créé, qui a aidé à développer d'abord Uber et puis après qui a pris le poste de CEO. Et il avait quand même énormément d'expérience avant, avec quelques startups, une qui a notamment bien fonctionné. Et est-ce que ça, tu peux revenir, tu as des détails Alors oui, il faut savoir quelque chose sur Travis, c'est que d'abord Travis n'est pas jeune. Dans l'échelle de la vallée, Travis, quand il a fondé Uber, il avait 37 ans. Fonder une boîte à 37 ans dans la vallée, c'est un peu, je sais pas, c'est comme, je sais pas, avoir 70 ans en France, quoi. Il y a un côté, comme il y a un gros côté jeunisme dans la vallée orienté vers les fondateurs. Et aussi pourquoi? Parce que normalement, quand on fonde une boîte à 37 ans comme Travis, c'est qu'on en a besoin encore, parce que sinon on joue le rôle de Chief Incubator, etc. Et en fait, il y a un grand malentendu sur l'histoire de Travis. C'est que l'histoire de Travis, c'est l'histoire d'un type qui a énormément souffert, qui a été un loser très longtemps, et qui même sa start-up qui a réussi et que les journalistes présentent comme réussi parce qu'il a touché quelques millions, est vu comme un échec énorme et dans la vallée, à l'échelle de la vallée. Donc l'histoire de Travis, c'est l'histoire d'un type qui a créé une première boîte, qui s'est mis beaucoup de monde à dos avec sa première boîte, qui l'a pas réussi, qui a fait faillite et qui dans la deuxième boîte a convaincu un investisseur très célèbre qui s'appelle Mark Cuban. Donc Travis, c'est un enfant de LA, donc il a plutôt fait ses boîtes dans LA. Et le business angel de Los Angeles, c'est Mark Cuban, qu'on voit dans la série Entourage faire sa vodka là, dans son jet, ou sa tequila. Et en fait, ça a été tellement mal avec Mark Cuban que Mark Cuban, c'est le genre d'investisseur à demander à être remboursé quand ça marche pas. Et il a même dû prendre un crédit pour rembourser Mark Cuban. Tout le monde a quitté la boîte et c'est quand même la chose la plus intéressante sur Travis, c'est qu'il était dans une boîte qui ne valait rien, qui ne gagnait rien, qui était en faillite, qui était ravagée par les procès, par tout ça.
Et il a réussi à la refourguer par un acte complètement incompréhensible à un type qui l'a racheté pour quelques millions. Et Travis s'est fait, je sais pas, 1 ou 2 millions de dollars. Ouais. Donc assez pour pouvoir avoir du temps devant lui, réfléchir au prochain projet. Pas assez pour se considérer comme riche et ne plus jamais avoir besoin d'argent. Surtout dans la vallée, surtout avec 40% d'impôts. Faut pas oublier. Ouais, c'est ça. Et résultat, Travis s'est mis dans une situation où il a commencé à mettre des petits tickets dans des boîtes. Et je crois que son investissement dans Uber en tant que Chief Incubator, c'est qu'il a filé 20 000 balles à Garrett. D'accord. Il n'a pas filé des centaines de milliers de dollars dans Uber. Mais ce côté investisseur, il n'a pas du tout aimé. Il n'a pas aimé ne pas dire ce qu'il fallait faire aux entrepreneurs. Il n'a pas aimé revoir des dossiers, machin. Et en fait, très rapidement, Garrett a eu des problèmes d'exécution. Or, ce qui est important dans l'histoire de Travis, c'est que dans les 2 premiers cas, il a essayé de faire des boîtes contre le marché. Il a essayé de faire des entreprises qui n'avaient pas un marché en croissance, qui avaient des marchés en décroissance. Et on a beau être extrêmement talentueux, on ne bat jamais le marché. Et dans le cas d'Uber, c'est différent. Il avait le timing de son côté, il avait le marché et la demande de son côté, et il a démontré des capacités d'exécution dont Garrett n'était pas capable. Et alors, un autre élément qui est typique de la vallée et qui est très intéressant à observer, c'est que si Uber avait été une société française, elle serait partie en flammes dans le switch entre Garrett CEO et Garrett CEO. Ouais, ça fait. Dans la vallée, il y a un rapport méritocratique au titre et au poste beaucoup plus fort. Et quand Travis est devenu CEO, je ne vais pas dire que ça a fait plaisir à Garrett. Il l'a forcément mal pris, ça fait forcément mal quelque part. Mais l'intérêt de la société est plus fort que leur intérêt individuel. Et de ce point de vue-là, ils ont réussi à faire une transition plus que pacifique. Garrett a été CEO et a donné énormément d'actions à Travis pour rattraper son arrivée. Et cette situation et ces mouvements de cap table sont beaucoup plus simples dans l'esprit Valley que nulle part ailleurs. Parce que ce qui faisait peur à Garrett, c'est de rater la boîte à cause d'exécution. Et que les gens lui disent, mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas mis Travis, regarde, il exécutait beaucoup mieux que toi. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où Travis a pris la boîte, la croissance s'est hyper accélérée. Et ça a été vraiment fascinant. Mais ça montre aussi que dans l'entrepreneuriat, quand on admet que c'est un voyage à sens unique, on peut rater beaucoup de fois. On peut vivre très durement, très longtemps. Ça lui a coûté beaucoup de choses, hein. Mine de rien. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. C'est aussi parce qu'il a vécu comme une sorte de SDF pendant 15 ans. Hein. Quand il vendait d'ailleurs sa seconde boîte, il dormait chez ses parents. Oui, donc chez ses parents à 34 ans. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très très dur et c'est super intéressant ce que tu dis sur ce changement de rôle et accepter de dire ok, je laisse les rênes de mon bébé, Garrett qui a fait ça. Et il y a quelqu'un qui sera meilleur sur le fameux tweet de Travis qui dit « No, we need a business badass » ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment partir de ça. Ensuite, sur l'exécution, ils sont passés vraiment en mode d'abord les appels et textos. Tu pouvais envoyer des textos à ton driver pour te dire « Ok, je suis là ». Après le spreadsheet. Comment est-ce qu'ils sont passés justement à just from a click Très rapidement en fait et très lentement à la fois. Très rapidement parce que je pense que ça a pris moins de 3 mois de passer de l'un à l'autre. Mais très rapidement parce qu'à chaque étape, ils étaient débordés par le design. D'accord. Ils ont fait les appels et les textos, ils n'arrivaient plus à gérer. Moi, je me souviens de Travis. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai bien connu ce début parce que j'étais dans le même incubateur. Je les ai vus faire. D'accord. Je les ai vus faire leur apéro le vendredi soir. Je les ai vus machin. Et je voyais les mecs coller des post-it partout sur leur wall. Ouais. Et c'était des commandes. Et je voyais les mecs au téléphone toute la journée. Et ce qui est intéressant dans cette culture, le temps travaillé par jour est très différent dans une start-up aux US et dans une start-up en France. Ça, il n'y a pas photo. Ouais. Et les fondateurs, et à l'inverse, je pense que les employés français dans les startups travaillent plus que les employés aux US. Okay. Les employés aux US sont assez pépères, en fait. Ouais. Mais les fondateurs, c'est délirant.
C'est-à-dire que c'est des types qui arrivaient à 8 heures le matin et qui partaient à 22, 23 heures. Okay. C'est ce genre de rythme-là, tous les jours. Et donc, c'est des gens qui commençaient qui réfléchissaient à leur boîte, etc., au moment où il n'y avait pas de commande. Donc, entre 10h et midi, 14h et 16h, 22h et minuit. Et dans tous les autres moments, ils étaient en mode opérationnel. Je pense qu'un entrepreneur français, dans la même situation, aurait plein d'excuses en disant on n'a pas les ressources qu'il faut, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on ne peut pas répondre, etc. Et ça se constate dans plein de boîtes. Hier, j'étais en train d'essayer de trouver des factures qu'on a perdues. 18h34, j'écris au CEO de QuickSprout que je ne connais pas, ni Dev, ni d'Adam. Il m'a juste envoyé un email promotionnel en me disant hey, j'espère que tu aimes bien notre produit, machin. J'ai répondu en disant hey, j'adore ton produit, mais j'ai perdu ta facture. Et 4 minutes après, je reçois un email du CEO avec une facture attachée et qui me dit here we go. Et il y a une facture attachée à QuickSprout. Et ça, vraiment, c'est unique en fait, cette attention à l'exécution, etc. Et c'est un PDG qui doit faire des fundraising, des événements, c'est une boîte qui marche bien. Mais ça n'empêche qu'il est capable de traiter ce flow. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui écrivent là à Ben vont avoir une réponse. Mais de temps en temps, il y en a qui en ont. Et ça entretient, d'abord, ça entretient le mythe, ça entretient la culture d'entreprise. Et ça montre en fait ce qui va et ce qui ne va pas dans l'exécution. Et de ce point de vue-là, dans ces 3 mois, ils ont été hyper rapidement. D'abord, ils ont développé l'app eux-mêmes. Et ils ont vraiment, en fait, comme ils ont tellement souffert du problème de la réservation, et comme ils l'ont tellement fait à la main avant de commencer à designer une app, ils savaient exactement, je pense, et d'instinct ce que devait être l'app. Et pourquoi one-click? Parce que le one-click a toujours l'air évident rétrospectivement. Et ça a toujours, bah oui, c'est simple, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais quand on imagine une app pour la première fois, on n'est pas capable de faire autre chose que complexe. Et la seule façon de ne pas faire complexe, c'est d'être un expert. Et la seule façon d'être un expert, c'est de l'avoir vécu à la main. Et je pense que ce passage par le téléphone, par le spreadsheet, a fait que c'était les rois de la résa. Ils voyaient comment les gens réservaient, ce qu'ils avaient comme problème, ce qui était important, comment passer de la tension de point central au réseau, notamment le fait que tu puisses appeler le driver, etc. Ils ont eu des instincts énormes sur ces sujets-là, parce que moi, je les ai vus en double appel. C'est ça. Moi, je les ai vus avec un téléphone là, avec le driver et un téléphone là. Et à un moment, le type se dit, mais... Parlez-vous, quoi. Tu vois elle est là, en fait, la connexion. Et il y a que dans ce genre de moment où les idées peuvent émerger. Les bonnes idées peuvent émerger. C'est pour ça que le do things that don't scale, il n'est pas que théorique. Et de ce point de vue-là, Uber, ils ont fait des choses magiques. C'est comme l'exemple de la fondatrice de HomeJoy qui part faire des ménages sans arrêt avant même de créer le produit pour pouvoir comprendre quelles sont les vraies problématiques et comment est-ce qu'on va les résoudre. Alors, c'est un très bon exemple. Et j'aimerais dire quelque chose là-dessus parce que quand on dit ça en France, les gens, ils vont faire un ménage en mode observation. Ils vont regarder quelqu'un faire le ménage. Ils vont regarder quelqu'un faire le ménage d'abord. Et ils rentrent et disent, ouais, j'ai bien compris les problèmes. Étape d'après. C'est pas ce que ces gens-là font. Ce que ces gens-là font, c'est que la nana d'HomeJoy a été faire le ménage jusqu'au point de rupture. Jusqu'au point de rupture. Elle a été le faire à un moment où ça devenait insane. Elle vivait dans sa voiture parce qu'elle avait trop de commutes entre ses clients et là où elle codait. Et donc elle vivait dans sa voiture et elle codait dans sa voiture entre les shifts. Et c'est ce genre d'énergie-là que ces gens-là déploient pour démarrer. L'énergie cinétique qu'il faut pour démarrer une boîte à un moment donné, elle est vraiment immense, elle est vraiment intense. Et pourquoi ces gens-là déploient ça? Et pourquoi en France on ne le fait pas? C'est parce qu'en France, on est dans un environnement concurrentiel beaucoup plus simple. En France, on peut glander et à peu près réussir sa boîte. Il y en a plein, j'en connais. Mais le sujet, c'est qu'on ne fera jamais un géant, parce que réussir sa boîte en France, dire elle vaut 5, 10 millions, etc. Pourquoi dans la vallée, ils sont tous comme ça? C'est parce que ceux qui ne sont pas comme ça, ils ne réussissent pas. Parce que c'est tellement concurrentiel. Il y a eu plein de gens qui ont fait des HomeJoy dans la vallée sans aller faire le ménage 6 mois. Mais on a juste jamais entendu parler. Parce qu'il y en avait tellement que celle qui a gagné, c'est celle qui faisait le ménage pendant 6 mois. Et celle qui était en termes d'intensité au-dessus. Donc c'est comme il y a la plus grande... Parce qu'on croit qu'Uber est le premier. On a tous des copains qui ont créé des dizaines de concurrents d'Uber dans la vallée, dont personne n'a jamais entendu parler. Et même les gens dans la vallée n'ont pas entendu parler. Donc ils
ils sont vraiment au-dessus du lot de ce point de vue-là. Ils sont au-dessus du lot, ils sont au-dessus de tout ce qui fait la beauté du démarrage d'entreprise et de l'intensité qu'il faut pour démarrer une entreprise. Et c'est ça qui est intéressant au final, c'est que plus tu exécutes et plus tu es committed sur cette problématique-là, sur OK, je vais aller voir vraiment quelle est la problématique, avoir des doubles appels et ce genre de choses, plus tu te dis ensuite les problématiques que tu rencontres quand ta boîte a besoin de scale-up, c'est des problématiques où je pense que tu te sens plus fort et tu es dans un mode où tu te dis j'ai pas fait tout ça pour abandonner ma boîte maintenant. Et du coup, il y a ce côté scale-up qui est vraiment OK, maintenant on y va. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de l'ambition. Ouais. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous expliquer, et ça c'est peut-être un des facteurs, mais il y a sûrement d'autres facteurs sur le fait que Uber a réussi et pas les autres. Alors, c'est une question que je me pose tout le temps en fait, parce que des cas comme Uber, il y en a peu. D'ailleurs, petit point, on fait le cas Uber dans Coup d'État, on en parle en interview. Mais il faut faire très attention parce qu'il ne faut jamais prendre les extrémums comme exemple. Il faut prendre les extrémums comme inspiration. Grande bêtise des gens qui prennent les extrémums comme exemple, c'est que des boîtes comme Uber, il n'y en a pas une tous les ans. Il y en a une tous les 10 ans. C'est un peu ça le niveau de rentabilité, de profusion d'Uber, etc. Donc c'est comme gagner au loto. On peut pas se dire que c'est un modèle patrimonial de gagner au loto. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui gagnent au loto et qui vivent heureux, ça veut juste dire que c'est pas un modèle. Mais par contre, ce qu'on peut en tirer, c'est une inspiration et une sorte d'asymptote de l'ambition, en se disant bah, si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Et il se passera des bonnes choses si on essaie de pousser, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que les autres? D'abord, ils ont eu un goût pour les things that don't scale unique. Unique. Par exemple, au tout début, les chauffeurs n'avaient pas d'iPhone. Ils achetaient les iPhones. Ils achetaient leurs iPhones, ils leur donnaient. Maintenant, c'est les chauffeurs qui l'achètent, avec un dépôt de garantie, machin, ils n'ont pas ça de scale. Mais au début, machin. Et alors, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, Uber, c'est des débiles. Le jour où ils auront 100 000 drivers pour un iPhone, ça fait des centaines de millions et c'est pas tenable comme modèle. Ils vont pas lever des centaines de millions pour acheter un iPhone. Et je me souviens que c'est l'une des premières fois où j'ai compris ce truc de things that don't scale. Je me suis dit, mais t'es vraiment un ahuri. Je crois que le jour où ils ont 10 000 drivers ou 100 000 drivers, Apple Store va pas juste faire un partenariat de crédit avec eux et que c'est les chauffeurs qui vont absorber le coût de l'iPhone. Et donc, tu vois, c'est cette logique qui fait qu'ils ont compris mieux que tout le monde qu'il fallait se concentrer sur les choses qui ne scalent pas et que c'est pas grave quand ça scalera, on trouvera des solutions, on trouvera des méthodes et on s'en occupe pas. Donc on achète, il faut des iPhones, on achète des iPhones. Un autre exemple de two things that don't scale, quand ils rentrent dans une ville, Uber, ils font toujours la même chose. Travis invite les 20 premiers chauffeurs à dîner dans un dîner dont ils se souviennent toute leur vie. D'accord. Pour marquer vraiment une expérience. Alors c'est mieux que ça. C'est quoi la thèse de... C'est hyper malin. C'est quoi la thèse de Travis? La thèse de Travis, c'est qu'un chauffeur parle aux autres chauffeurs de limo pendant les pauses. Et que si tu l'éclates, le mec, parce que quand je dis dîner, c'est des dîners qui sont à, je pense, $200 par personne. C'est des vins incroyables, c'est du champagne, c'est du machin. Il en prend 20. Il y a quelques rares qui ont accepté à l'époque de prendre du beurre. Qu'est-ce que pendant 3 mois, les mecs racontent à tout le monde? Ils parlent pas du beurre, ils parlent du dîner. Et il dit, j'étais à un dîner, machin. Mais c'est qui t'a appelé ce dîner? C'est Uber. Mais c'est quoi Uber? Ah, alors Uber, c'est un truc, machin. Alors que s'il avait dit au chauffeur, écoute, tu vas dehors et tu parles à tes copains et je te donne un coupon de 10 € si tu me ramènes un chauffeur, bah, tu peux toujours courir pour que le mec aille se faire chier à expliquer. Alors qu'en fait, là, il les avait psychologiquement piégés en leur faisant vivre une expérience tellement dingue que tout le monde en parlait. Et c'est vrai que c'est une population hyper virale. Parce que tu vois, ça passe d'un chauffeur à l'autre. Un autre truc qui est unique dans leur façon de faire, toutes les startups qui s'internationalisent font toujours la même chose. Donc, tu as lancé San Francisco, ça marche, ça cartonne, c'est de l'enfer. Tu veux lancer Chicago. Qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes quelqu'un à Chicago. Et c'est comme ça que font toutes les startups pour s'internationaliser. Tu dis, je veux lancer Chicago, je vais trouver mon MD de Chicago qui va se constituer son équipe. Mais qui de mieux que pour lancer une ville que quelqu'un qui connaît la ville? Ouais, c'est cette hypothèse. Bon, Travis s'est dit, c'est les pires.
C'est les pires parce que tu embauches des B qui embauchent des C. Ça va pas, c'est terrible, machin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit, quand ils ont lancé San Francisco, ils ont écrit un journal intime tous les jours qui s'appelle un playbook. Et quand ils ont été lancés la deuxième ville, Travis, avant d'aller lancer la deuxième ville, a embauché quelqu'un pour gérer San Francisco. Il savait exactement le profil qu'il fallait parce qu'il connaissait les problèmes, c'était quoi les difficultés, c'était quoi la culture de la ville, c'était machin. Et ensuite, flew to Chicago ou New York, ou je sais plus quelle est la deuxième ville. Et là, dans cette deuxième ville, c'est lui qui s'y est installé pendant 3 mois. D'accord. Il s'y est installé pendant 3 mois et c'est lui qui a lancé la ville. Et quand la ville était lancée, qu'elle était opérationnelle, etc., il a mis quelque chose. Et maintenant, à scale, ça donne quoi? Dans Uber, il y a des launchers dont le seul métier est de lancer des villes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois qu'ils sont passés dans une ville, ils ont réécrit le playbook depuis le premier jour. Et ils ont eu une sorte de synthèse de bonnes pratiques, de trucs. Et donc, maintenant, quand les launchers arrivent dans une ville, ils ont des one, faire seed et tout. Et on a fait un graphique pour une levée de fonds ici, sur le temps qu'il fallait à Uber pour ouvrir une ville. Et on voit qu'au début, il leur faut 3 mois, puis après 2 mois, puis 1 mois, puis 1 semaine, puis 2 jours, puis 1 jour. Et résultat, maintenant, ils arrivent à toutes les 2 jours, ils lancent une nouvelle ville. Et pourquoi? Parce qu'ils ont scalé cette infrastructure de launcher. Mais ils ont spécialisé des gens dans c'est quoi les bons réflexes pour lancer une ville, qui sont très différents que de former quelqu'un justement à lancer une ville. Pourquoi? Parce que gérer une ville et faire grossir une ville, c'est pas le même process que la de lancer. Et faire grossir une ville, et ben ça, c'est quelque chose où on peut embaucher quelqu'un. Et donc les launchers embauchent. Mais comme les launchers embauchent le mec qui va diriger la ville, ils embauchent des top stars. Parce qu'ils s'en foutent, ils sont pas en concurrence avec le mec. C'est pas un type qui peut prendre leur place ou machin. Et c'est comme ça que Uber a réussi à mettre en place en fait des équipes exceptionnelles. Et l'autre point, c'est que stratégiquement, la façon dont les villes se comportent, c'est qu'elles ont du reporting assez strict au siège en termes de voitures, de machin. Mais le reste, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas une politique Uber marketing mondiale. Alors aujourd'hui, à méga scale, ça leur pose des problèmes. T'as des guidelines quand même. Alors t'as des guidelines évidemment, mais à méga scale maintenant, t'as malheureusement quelqu'un qui se fait agresser dans une voiture en Inde, c'est la faute d'Uber. T'as un type qui se fait écraser, machin, c'est la faute d'Uber. Donc maintenant, comme c'est devenu une marque mondiale, il suffit d'un événement à Kyoto pour que les clients à San Francisco s'en plaignent. Mais c'est aussi le champ d'action et la réalité en fait de ces entreprises qui passent. Et donc le fait qu'aujourd'hui Uber soit une entreprise qui ait cette domination mondiale et cette rayonnance mondiale, etc., ça a des problèmes, mais ça a quand même des avantages extraordinaires. C'est que c'est la première société de mobilité à vraiment être unifiée partout. Tu prends l'avion, tu descends à Londres, tu appuies sur le truc, il y a un Uber qui arrive, etc. C'est une expérience unifiée assez exceptionnelle. Et cette expérience unifiée, et du coup ce scale-up énorme en quelques années, quand on voit à Paris par exemple, ça a fait peur à beaucoup de monde et on feu le combat VTC / taxi. Comment est-ce que quand on a une problématique d'internationalisation et une problématique de dire ok je launch tous les 2 jours une nouvelle ville, comment est-ce qu'on fait pour se battre contre des lobbies qui sont quand même assez puissants, qui sont vraiment bien implantés dans les organes gouvernementaux? Alors Uber a très vite pris les 3 recettes de la réussite sur ce sujet-là. Il y a un type qui a théorisé la victoire en politique américaine en disant qu'il fallait 3 choses. You need brain, you need muscles, and you need money. You need brain parce que tu as besoin d'avoir un message clair qui est, pour Uber, très simple, les taxis sont des connards. Et tout transparaît dans l'expérience Uber pour te prouver que ton expérience passée des taxis est des connards. Et en fait, c'est quoi Uber de ce point de vue-là? C'est une plateforme d'éducation de chauffeurs. C'est une sorte de formation continue à évaluation continue pour viser vers l'excellence. Un chauffeur Uber n'a pas le droit une seule fois à l'erreur. C'est comme ça. C'est dans le système, c'est dans le design. Et c'est cette peur qui fait que personne ne s'en relâche. Parce que quand tu travailles pour Uber, tu es bien payé, relativement mieux qu'un chauffeur en fait. On peut dire ce qu'on veut, les gens peuvent raconter, non, ils sont mieux payés que les chauffeurs. Aujourd'hui, le revenu moyen d'un chauffeur à New York est plus de $7,000 par mois, tellement qu'il fait de courses, parce que c'est ça. Pour donner un exemple, le marché total du taxi à San Francisco, c'était $130 millions. Aujourd'hui, juste à San Francisco, Uber dépasse les $600 millions de chiffre d'affaires. C'est des gens qui ont multiplié par 5 la taille du marché.
Et aujourd'hui, le taxi doit faire 10 millions de dollars à San Francisco et plus personne ne sait ce qu'est un taxi. Ouais, c'est clair. Donc résultat, ils ont vraiment poussé le truc à fond. Et ils ont réussi donc à donner de l'intelligence dans une profession où il n'y en avait pas. Ouais. La deuxième chose qu'il faut, c'est du muscle. Alors le muscle, c'est quoi? C'est par exemple les syndicats. En politique, avoir du muscle, c'est d'avoir, quand tu veux faire passer une réforme ou quand on passe une réforme qui est contre ta politique, bah, tu as des millions de gens dans la rue. Bah, ça, c'est du muscle. Dans le cas d'Uber, c'est un instinct incroyable que les utilisateurs seraient le premier muscle de la lutte. Nicolas Collin, qui est mon associé dans The Family, a écrit un article contre G7. Je sais pas combien de dizaines de milliers de vues cet article a eu. Les fossoyeurs de l'innovation. Ouais. Il a été attaqué en justice par G7 et en diffamation à cause de cet article. Le soutien, le hashtag Tous avec Collin a été un trending topic national. Ouais. C'est ça que Uber suscite chez les gens. Donc ils ont réussi à avoir du muscle et ils ont le plus beau muscle qui est le votant. Aujourd'hui, tous les politiques dans le monde n'osent pas l'avouer, mais quand ils ont choisi entre le lobby des taxis et la population, ils font semblant de choisir le lobby des taxis, mais la population survit. Uber Pop est interdit depuis le 1er janvier à Paris. On peut là partir tout de suite en Uber Pop. On peut même continuer la vidéo dans un Uber Pop, ouais, si vous voulez. Ah, c'est cool. mais ça montre en fait que d'un côté il y a un discours politique, mais de l'autre il y a une réalité politique. C'est que les politiciens veulent pas se mettre des centaines de milliers d'électeurs à dos. On fait Adopi, on condamne 20 personnes par an. Un peu le même sujet. Ouais, si on commence à mettre en prison les gens qui téléchargent illégalement, on va tous finir en prison. Ouais. Politiquement, c'est pas acceptable en fait. Par contre, faire semblant de faire plaisir au patron de la Warner et le recevoir dans un cabinet, et dire oh, oui, on va passer la loi Adopi, on va lutter très dur. Ouais, ça coûte rien. Enfin, si, ça coûte quelques dizaines de millions à l'État, mais c'est pas un sujet. Et la troisième chose que tu as besoin, c'est money. Et ça, il a eu un instinct incroyable, c'est que Uber est une boîte qui a une caractéristique, c'est qu'elle est cash flow positif depuis assez longtemps, en fait. Cash flow positif, c'est-à-dire qu'elle gagne plus d'argent qu'elle en dépense. Ouais. Quand elle dépense $1, ça lui rapporte 1,2, 1,3. Ce qui est énorme. Hein. Pour donner une idée, par exemple, Twitter, qui a 10 ans aujourd'hui, pour gagner $1, ils doivent dépenser $1,56. Ouais. Ça change de paradigme. Ça change de paradigme. Donc, il aurait pu avoir une approche hyper conservatrice de la levée de fonds. Et en fait, il a fait l'extrême inverse. Il a injecté plus de cash qu'il n'en avait besoin, ouais, tout simplement pour atteindre une taille où too big to fail. Et donc, comment tu luttes contre les lobbies? Il n'y a pas de secret. Tu deviens assez gros, assez vite, pour avoir tellement d'argent que tu peux balancer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une rumeur qui dit que Uber dépense plusieurs millions d'avocats par mois, rien qu'en Europe. Ah ouais. Plusieurs millions par mois. Et je pense que c'est vrai. Je vois par exemple le cabinet qu'ils ont choisi en France, qui s'appelle Brodin-Pratt, qui est le cabinet le plus cher de la place indépendant, je pense, ouais, qui est de loin le meilleur sur ce genre de questions. Je vois le taux horaire d'un Brodin-Pratt, le prendre en retainer continu, je sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, ça doit se mesurer à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, c'est vraiment, en fait, tout le sujet est là, et tout le sujet pour un cabinet comme ça est de réussir, en fait, à devenir aussi gros que l'argent n'est plus un problème. Et de pas être conservateur par rapport aux dépenses, parce que effectivement ça n'a pas de prix en fait de créer un monopole. Et Uber a eu cet instinct très tôt et ils annoncent 1,2 milliard, 1,4 milliard, ils vont IPO. Ils ont une valo qui semble élevée, mais est-ce qu'elle est si élevée que ça? Je veux dire, le jour où ils auront, pour donner un chiffre sur le phénomène Uber, dans leur levée de fonds là de décembre où ils ont eu un peu de mal à lever ce qu'ils voulaient parce que les investisseurs comprenaient pas pourquoi ils voulaient autant d'argent. Ouais. Alors qu'ils ont déjà plus d'1 milliard en caisse, pourquoi mettre 2 milliards de plus de façon privée? Et le mec leur a fait remarquer, Travis a fait remarquer dans un du slide deck d'investissement, qu'aujourd'hui, 99% des revenus du Uber venaient des 5 premières villes d'Uber, qui sont San Francisco, New York, Londres, Paris, et je me souviens plus ce qui est la 5e, Chicago. Et ces 5 villes aujourd'hui, qui sont des villes historiques pour Uber, représentent
99% du revenu. Uber a ouvert 130 villes, 140 villes dans le monde. Ça te montre la proportion de croissance. Et puis, autre chose, c'est que tout le monde est en train de lancer un concurrent d'Uber, notamment en Asie. L'Asie est en train de flamber sur Uber. C'est des problématiques très différentes que l'Europe, etc. Et de ce point de vue-là, il aurait pu se dire, on va garder l'Europe, on va garder l'Amérique du Sud, on va garder les États-Unis, ça suffit. Mais c'est pas leur culture. Leur culture, c'est on va être dominant partout, ça n'a pas de prix d'essayer. Donc si on doit cramer 1,5 milliard pour rien, on les cramera et on ira. Donc c'est vraiment Uber est assez unique de ce point de vue-là. Et l'autre chose, c'est que Uber est hyper généreux en compensation package, plus que ils ont pu attirer des profils. Alors c'est une boîte d'exception, encore une fois, c'est une unicorne, c'est une super méga dragon, quoi. C'est plus que l'unicorne, quoi, mais c'est tellement mythique qu'on n'y croit pas. Mais par exemple, le type qui a fait élire Obama en 2008, qui s'appelle David Plouffe, il vient de rejoindre Uber en VP stratégie. Et c'est quelqu'un qui a touché un equity deal de plusieurs pourcents, alors que Uber a déjà en fait une taille de plusieurs milliards. C'est-à-dire qu'ils viennent de donner pour embaucher quelqu'un plus d'1 milliard en fait. Ils ont théoriquement donné plus d'1 milliard pour embaucher quelqu'un qui doit être le millième employé de Uber. Je sais pas combien ils sont dans le monde, aucune idée de ce genre de choses, mais ça montre en fait que rien n'est trop beau pour gagner. Et je pense que c'est la grande différence avec tous les autres. C'est qu'ils ont poussé ça à un point où ils auraient pu cramer 1000 fois, mais ils n'ont pas cramé. Et ils viennent d'un truc, c'est que la première levée de fonds Uber, personne n'a voulu investir dedans. Oui, c'est ça. Personne n'a voulu investir dedans. Et du coup, qu'est-ce qui a fait? Parce que de mémoire, c'est First Round Capital qui a mis de l'argent. Dans la série A. Dans la série A. Ouais. Après, comment ça s'est passé en seed? Est-ce que c'est juste Travis qui a mis de l'argent et on y va? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes? Donc il y a eu pas mal de personnes. Ouais. Alors l'histoire, c'est que Travis a été chercher son seed entre amis, machin. Ouais. Personne n'a voulu mettre. D'abord parce qu'il se disait c'est trop ambitieux, trop machin, trop truc. Et puis, mine de rien, il y avait une question de fond, c'est de se dire mais comment on peut fonder une compagnie de taxi mondiale? Qu'est-ce que ça veut rien dire, quoi? La réglementation, la régulation, c'est ville par ville. C'est que les gens ont vu toutes les complexités, donc personne de sérieux a un peu investir. Puis il y a des gens comme Reza Boundi, par exemple, qui est un investisseur franco-iranien qui vit à Paris et qui passe pas mal de temps dans la vallée, qui a fait des beaucoup, qui vient du milieu de LA. Il y a les mecs d'Angelist qu'on mis à titre perso, il y a machin. Et donc, bon an, mal an, il a réussi à récupérer son seed. Mais ce qui est dingue, c'est qu'entre son seed et sa série A, c'est quelqu'un qui, en 3 mois, juste grâce à cet argent et donc d'avoir un peu de moyens, a fait $1 million de revenus. Ouais. Et il l'a fait en 3 mois. C'est-à-dire que moi, je me souviens autant, moi, j'aurais pu rentrer dans le seed d'Uber. Je l'ai pas fait, j'ai pas compris ce que c'était, je voyais pas où ça en venait, en plus je connaissais pas les types, j'ai vu ça sur Angelis, machin. Je voyais de temps en temps le mec à Rocket Space, il n'inspirait pas confiance, quoi. Il se baladait avec des lunettes zèbres et des tongs. À l'époque j'étais sensible à ce genre de choses, honte à moi, mais bon, c'est vrai que tu te dis, c'est pas ça l'image que tu te fais d'un entrepreneur. En plus tout le monde à l'époque croyait que, c'est marrant parce qu'à l'époque tout le monde croyait qu'un entrepreneur c'était un geek à la Zuckerberg, et lui c'était un hustler. C'était pas un geek. Et donc c'est vrai que c'était la mode des product guys, c'était pas la mode des execution guys comme Travis. Donc c'était pas, je voyais pas quoi faire. Et quand le dossier en série A est sorti, alors là évidemment je voulais investir, mais juste là c'était impossible. Et donc First Round Capital a chopé le deal, à une valo délirante. Et tout le monde a dit mais les mecs ils ont perdu leur argent, c'est débile machin. Et aujourd'hui ça va être un meilleur investissement je pense à terme que ne l'aura été Facebook pour Accel. Ok. Et du coup quel est le futur pour Uber? Parce que là ils sont en train, le futur court terme il est obvious un peu. C'est on va aller conquérir toutes les villes du monde. En Asie, on va se battre contre WeChat parce que tu as un logiciel de messagerie qui te permet de commander un taxi. Enfin, voilà, il y a les petites batailles les petites entre guillemets batailles comme ça. Mais après,
est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière? Parce que c'est quand même, aujourd'hui, Uber, on peut noter ses chauffeurs, mais les chauffeurs peuvent nous noter. Donc, est-ce qu'il y a un paradigme de sécurité ou d'identification par rapport à la personne? Est-ce que c'est, on va changer la façon de se transporter et ça va coûter. Il y a des articles sur le fait que ça coûte moins cher à SF, à San Francisco, de payer Uber toute l'année que d'acheter une voiture. Ou est-ce que ça va être totalement autre chose? Je pense que dans Uber, il y a 3 grandes phases évidentes, au-delà du fait est-ce qu'ils vont survivre ou pas, qui est une grande question en fait. Parce qu'ils pourraient cramer dans d'affreuses souffrances à cause de leur croissance. Mais maintenant, supposons qu'ils survivent, qu'ils passent cette étape, il va y avoir 3 grandes phases. La première phase, c'est que le premier marché que Uber va conquérir, c'est l'alternative à la voiture. Et moi, je serais constructeur automobile. Je pense que la plus grande menace que je regarderais, c'est Uber. Parce que si les gens prennent des Uber et n'ont plus de voiture, c'est évident. Et notamment, moi, je pense qu'Uber est dans cette quête du remplacement de la voiture. Vont lancer une offre longue distance. Uber Pool va lancer une offre longue distance. Qui sera un Blablacar plus cher que Blablacar, mais qui sera pas sur l'idée que c'est un particulier, ce sera un chauffeur professionnel qui t'amènera à Londres ou je sais pas où, à Paris, de Paris à Lille, ou tu veux te faire un week-end à Deauville, mais tu pourras le partager avec d'autres gens. Et donc, je pense qu'il va se positionner dans le price point qui est moins cher que le train. Plus convenient parce qu'il te permet d'aller dans des endroits où le train n'est pas, t'as pas besoin de faire de changement, etc. Mais suffisamment rentable pour que ce soit intéressant pour le chauffeur. Parce que aujourd'hui, les gens sur Blablacar, ils ont un petit revenu pour payer les frais. Mais on peut très bien imaginer que des chauffeurs professionnels se disent je prends un van ou un je sais pas quoi, je mets 8 personnes qui payent 50 € pour aller à Lille, ça me fait 450 €, ça fait ma journée quoi. J'y vais, je reviens. Et en plus, Uber a suffisamment de liquidité utilisateur dans toutes ces grandes villes pour pouvoir faire des allers-retours assez sympas. Tout à fait. Donc ça c'est évident que. Hop. Et du coup, on reprend aux villes. Donc Uber a des connexions dans toutes les grandes villes. Et donc je pense qu'ils auront suffisamment de liquidité pour faire partir un chauffeur et revenir un chauffeur. C'est ça. Et je pense que tout le monde pense que la plus grande menace de Blablacar, c'est le fait que Rocket lance un Blablacar aux US. Je pense que la plus grande menace pour Blablacar, c'est que Blablacar soit tout le monde pense que la plus grande menace pour Blablacar, c'est le fait que Rocket lance un copycat de Blablacar aux US. Mais je pense que la plus grande menace, en fait, à court, moyen terme, c'est Uber qui se dit, je vais lancer. Et je me demande si Uber va pas racheter, en fait, un Blablacar like ou Blablacar, etc. Donc, c'est une vraie question. Après, Blablacar a quand même beaucoup d'années devant lui, heureux et paisible. Mais à un moment, c'est des géants qui peuvent se rencontrer. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet pour Uber, c'est qu'une fois qu'ils auront conquis ce marché et qu'ils auront réussi à remplacer la voiture, le fait de posséder une voiture, ils ont un deuxième marché évident qui est la logistique urbaine. Et le transport urbain. Et notamment, alors oui, le transport, mais surtout la logistique. Parce qu'aujourd'hui, Uber te permet d'aller d'un point A à un point B, mais il peut aussi te permettre de transporter des objets d'un point A à un point B. Donc ça, très important. Je pense qu'ils ont commencé à faire des petites expérimentations là-dessus. Je pense que leur timeline là-dessus est 5-10 ans. Ils ne sont pas beaucoup plus pressés que ça là-dessus. Mais ils ont le temps pour développer quelque chose. Donc, le deuxième grand marché que Uber va attaquer, c'est la logistique urbaine. C'est qu'au-delà de transporter les gens d'un point A à un point B, ils vont commencer à se dire, je peux livrer des choses d'un point A à un point B, parce qu'ils ont déjà l'infrastructure. Ils ont commencé des expériences à New York, à Boston là-dessus. Malgré tout, je pense que leur vision là-dessus est plutôt une vision de moyen terme, parce qu'il faut d'abord gagner le premier marché et installer l'infrastructure avant de développer des apps sur l'infrastructure. Et je me demande à quel point Uber va devenir un Facebook de ce point de vue-là,
Je crois beaucoup au fait que Uber va lancer un Uber Connect. D'accord. Je crois beaucoup au fait que Uber va dire, bah, tu vois notre infrastructure de chauffeur, je te la livre, elle est là, crée les apps que tu veux. Ouais. Tu as un resto, tu veux avoir un truc de commande parce que tu as des clients fidèles, tu es Spoon Rocket, tu veux livrer des repas, tu es Toc Toc Toc, t'inquiète pas, on n'est pas concurrente, tu fais l'expérience achat, parce qu'il va falloir sortir de l'app. Ouais, et donc j'ai parlé à quelques mecs à la stratégie chez Uber, ils en sont loin de la réflexion, etc. Mais c'est pas une idée qui exclut le Uber Connect. Et ce serait pas un Uber Connect B2C, ce serait vraiment un Uber Connect B2B. Ouais. C'est-à-dire que ça permettrait de n'importe quel développeur d'app de pouvoir développer des apps en top of the Uber platform, qui sont les voitures qui roulent toute la journée. Parce que le but du Uber, c'est d'occuper chaque minute d'un chauffeur. Et même si tu optimises à fond le transport, tu peux pas utiliser les chauffeurs à chaque minute. Ils ont forcément des temps de retour à vide, des machins, etc. Et c'est des temps où ils peuvent faire du développement. Et ça, en termes de logistique, de R&D, etc., c'est un problème très complexe. Mais c'est un problème que Uber a la capacité d'attaquer avec ses mathématiciens, avec ses ingénieurs, avec son équipe technique extrêmement forte. D'accord. Et le troisième sujet chez Uber, qui est là ce que Uber peut devenir à très long terme, qui est l'automatisation. Ouais. Est-ce que Uber va être disrupté par l'automatisation ou est-ce qu'ils vont adopter l'optimisation? Il faut comprendre la structure de coût de Uber. Aujourd'hui, Uber prend 20% de l'argent et laisse 80% au chauffeur. Si les 80 sont remplaçables par une machine qui coûte 10% d'un chauffeur annuellement, ça peut devenir hyper intéressant. Ouais, ok, génial. Merci beaucoup pour tous ces détails. J'espère que vous en savez plus maintenant sur Uber et sur l'expérience et sur comment du coup cette entreprise a réussi à s'internationaliser et à relever les défis qui se sont posés devant elle plutôt. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions en bas de la vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup.